Chez toi, tu vois les matchs dans le café. Y'a pas de cacahuètes chez toi. Sous la midi, tu manges tout en chocolat. Et ça, tu sais comment on fait vraiment ce travail. Et ça, tu sais comment le cacao a poussé. Et ça donne des cabosses. Jusqu'à aujourd'hui, tu manges. Soyez reconnaissants un peu. Oh Dieu. Les Africains m'aiment tout le temps. Les Africains m'aiment tout le temps. Les bébés africains m'aiment tout le temps. Yeah, c'est bien ça. Et c'est bien ça. Et y'a la donne de mes mamans de Gotico. La Gotico. Yeah, Dico. Qu'est-ce que je t'ai fait? Africain vous a fait quoi? L'Afrique vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Tous les Africains ont fait quoi? Africain vous a fait quoi? L'Afrique vous a fait quoi? Africain vous a fait quoi? Eh bien, c'est un artiste ivoirien étoilé de Côte d'Ivoire et qui a, en moins de 6 minutes, elle nous a résumé un peu l'histoire de 4 à 5 siècles, 4 à 5 siècles de l'histoire des Noirs, des négros africains. En gros, c'est cela. Bien. This is a song from Ivory Coast. The type is what we call over there Zougoulou. You see some of the artists. And thank you for to appreciate what I have. But this direct is more for French-speaking folks. French-speaking folks, all right? So maybe another time I will prepare something especially for you, for our story on the continent, what it is about, and what we aiming at. OK? Très bien. Alors, pour ceux d'entre vous qui recevront ceci, j'ai eu quelques ennuis aujourd'hui, des ennuis de réseau, que ce soit TikTok ou le direct YouTube. J'ai dû recommencer plusieurs fois, je ne sais pas ce qui se passe, c'est peut-être le temps qui provoque cela. Mais aujourd'hui, il s'agit surtout de faire une chronique hebdomadaire du 17 novembre jusqu'au 23 novembre, de ce qui s'est passé un peu, surtout sur le continent africain. Je commencerai donc par ceci. Grosso modo, je vais donc parler du Sénégal, un peu de Mali, un peu du Togo, de Haïti, qui se trouve dans la Caraïbe. Et sur Haïti, bien sûr, ce sera lié à une des déclarations de M. Macron et des troupes kenyanes donc, qui opèrent en Haïti en ce moment. Et je finirai par le G20, qui a eu lieu, bien entendu, au Brésil, qui a eu lieu au Brésil. Et c'est en gros tout cela. Et puis peut-être un peu dans les divers, je vais parler de Netanyahou, son inculpation, c'est tout. Alors je commence par le Sénégal. Le Sénégal, comme vous le savez tous, a eu le dimanche dernier les élections législatives de la 15e législature, après donc une période difficile que le Sénégal a connue cette année. Il y a eu donc, pour la première fois, l'élection du président présenté par le PASTEF et sa coalition. Donc, Diomaye Faye est devenu président de la République. Et depuis lors, pratiquement nous tous, dans le monde entier, nous soutenons cette expérience et nous essayons donc de voir comment ça va évoluer parce que bon, ça concerne nous tous, surtout dans le précaré français. Bien, le jeudi dernier, le résultat officiel est tombé
et le PASTEF et sa coalition ont remporté 130 sièges sur les 165 à pourvoir. Ce qui veut dire qu'ils ont eu une majorité importante pour mettre en application le programme pour lequel ils ont été élus, qui était un programme de rupture, un programme de rupture, comme le disent eux-mêmes, systémique, du système que nous connaissions, que moi personnellement je qualifie de l'arbinisme senghorien, Senghor ayant été le premier président de la République du Sénégal. Mais bien sûr, ce larbinisme s'étale de Dakar jusqu'à Brazzaville, comme je l'avais précisé dans certaines de mes vidéos. Bien, je me réjouis pour cela. Ensuite, par le passé également, j'avais donc suggéré aux nouveaux dirigeants de laisser tranquilles les États de la coalition de l'Alliance des États du Sahel et de ne pas perdre le temps à les ramener à la CEDEAO. Je réitère cela. Et je vous invite, et je le dis avec insistance, à vous consacrer à la politique intérieure du Sénégal, à améliorer plutôt les choses là-bas, parce que c'est sur ça plutôt que vous serez jugé. Bon, quant à ce qui est le mandat que la CEDEAO vous a donné pour ramener la Confédération des États du Sahel, oubliez ça s'il vous plaît, à moins que vous ne soyez en mesure de mettre dehors, d'extirper des couloirs et des bureaux de la CEDEAO, et les représentants de l'OTAN, de l'Union africaine et de l'Occident qui persistent à rester là, sauf ça. Sinon, laissez les 3 États du Sahel à continuer leur expérience. Ce n'est même pas la peine de prendre des détours, errer à Moscou. Il ne s'agit pas de blé ici. C'est une question de vie et de mort ici. Et d'identité de nous, peuple négro-africains. Vous les laissez tranquilles. Ce n'est même pas la peine d'aller fatiguer Poutine et demander à Poutine de venir pour vous aider à stabiliser la CEDEAO. Mais l'OTAN et l'Union européenne, en dehors de celui du Bulgarie, sont des ennemis de Poutine. Et pourquoi vous perdez votre temps? Je vous en prie, ne nous faites pas ridiculiser. On traite les Africains de grands enfants, vraiment, je vous en prie. Vous prenez votre bâton de pèlerin maintenant comme Macky Sall, comme Macky Sall est parti demander du blé que nous n'avons même pas vu. Je vous en prie, vous laissez cela. Bien, j'en viens maintenant au Mali. Le Mali, je me réjouis que la crise qui s'était également ouverte au cours du week-end est terminée. Quand je dis terminée, provisoirement, parce que le président Assimi Goïta, qui est notre héros, sur qui nous comptons, a pris les choses en main. L'équipe continue à travailler. Mais j'espère, en laissant toutes les portes ouvertes, si un jour notre Premier ministre déchu veut bien reprendre une bretelle et revenir sur l'autoroute de cette lutte longue que vous menez, pour nous aider à continuer. Parce que, bon, je ne le vois pas faire autre chose que de revenir nous aider, à moins qu'ils nous rejoignent le camp des Cissé, des machins, etc., des maricots. Je ne pense pas, ce n'est pas le genre de mec. Ce n'est pas le genre de mec. Voilà. Il a eu des moments de faiblesse, c'est tout. Moi, je le qualifie comme ça, je ne le juge pas. J'avais déjà donné mon point de vue dans d'autres vidéos. Et je continue à croire qu'il a encore un rôle à jouer, peut-être pas au niveau ministériel, mais pour nous apporter beaucoup de son expérience. Un peu cela. S'agissant du Togo, là également, je me réjouis que de plus en plus, les réseaux sociaux s'animent, il y en a de toutes sortes, donc qui dévoilent tout. Je passe du temps à écouter, à m'instruire, parce qu'il y a beaucoup de choses que je n'ai pas connues, à m'instruire, à voir, même si grosso modo je sais ce qui se passe. Ça me fait donne beaucoup de détente. Et ça me permet également de me recycler dans la langue guin, Mina et tout ça. Ça me réjouit. Maintenant, s'agissant d'Haïti. Haïti, comme vous le savez, c'est une tragédie pour nous tous les Noirs. Haïti, avant donc de rentrer dans le vif du sujet, parler de Macron et des troupes kenyanes,
Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien, hein, Haïti partage l'île de Hispaniola avec la République dominicaine, a une superficie de 11,72 une superficie de 23 000 km², ce qui fait à peu près la moitié d'un État comme le Togo. Et un peu plus, hein, et 11,72 millions d'habitants. 11,72 millions d'habitants. Et la capitale, c'est Port-au-Prince. Certainement, hein, vous avez beaucoup entendu parler, mais c'est la première république noire, proclamée par elle-même en 1804. En 1804, après donc avoir mis les troupes françaises dehors. Et bien sûr, ils sont partis, on les a laissés là pendant une vingtaine d'années. Ils se sont débrouillés entre eux-mêmes, de crise en crise, mais ils ont tenu. Et en 1825, c'est bien cela, en 1825, voilà, toute une armada qui débarque, envoyée par Charles X, donc pour leur proposer un marché, ils reconnaissent leur indépendance, mais en compensation, il faut payer ceci, il faut payer cela, il faut payer donc pour les installations qu'ils avaient mis en place. Est-ce que cela vous rappelle quelque chose de 10% des budgets que les États africains chaque année doivent verser à la France depuis 60? Bon, voilà donc s'agissant de cela. Mais Haïti, c'est aussi notre problème à nous. Parce que Haïti a payé aussi des dettes, 150 millions de francs de cette époque. Ils ont fait le dernier versement, bon, il y avait toutes les mensualités fixées, hein. Le dernier versement a été fait en 1883 au Crédit industriel de France, mais comme Haïti, pour pouvoir payer, a dû faire des emprunts, toujours auprès de cette même banque, donc il a fallu qu'après ils payent. Hein? Haïti paye donc le prêt avec intérêt. Et avec ça, ils ont fini tout simplement seulement en 1947, qu'ils ont versé au National City Bank de New York. Et c'est là que je viens. Donc, après l'occupation française, il y a eu l'occupation américaine. De 1915 à 1934. Vous voyez? Donc, ce que les États-Unis n'acceptaient pas à cette époque, c'est de voir une république noire dirigée par des anciens esclaves, alors qu'eux-mêmes, ils pratiquaient la discrimination raciale dans leur pays. Ils sont intervenus, mais en tant que ils ont dû être obligés de partir, mais non sans voler l'or de la Banque centrale d'Haïti. Ils sont partis avec. Tout comme, ma foi, je vous ramène tout de suite en Libye, quand, avec Sarkozy, la France de Sarkozy et les USA de Barack Obama ont bombardé, et bien sûr l'Italie, tous ces pays-là de l'OTAN, ont bombardé la Libye. Là aussi, le stock d'or de Kadhafi jusqu'à aujourd'hui a disparu. Mais comme ils ne savaient pas quoi faire des armes, ils l'ont donné aux terroristes qui se sont déversés dans le Sahara. Vous connaissez cette histoire, si vous suivez de près toute notre histoire. Toute cette histoire dans le Sahel. Ce qui a amené donc la déstabilisation du Mali, du Burkina Faso, du Niger, et maintenant ils sont aux portes, dans le nord du Togo, du Bénin. Ils trouvent refuge au Ghana, en Côte d'Ivoire, etc. C'est la suite de tout cela. Bon, bien sûr, ça a quelque chose à faire avec les Clinton. Ça a quelque chose à faire avec les Clinton. C'était quand Mme Clinton était secrétaire d'État sous Obama. Ce sont eux qui ont concocté tout ça. Et de la même façon, nous avons encore un lien ici avec Haïti. Eh bien, le beau-frère de Clinton, c'est un grand investisseur dans les mines de bauxite et d'autres choses en Haïti. Donc, les mêmes gens créent des désordres dans Haïti. Donc, pratiquement, si vous voulez, ce que nous vivons en Afrique aujourd'hui, Haïti a servi de laboratoire à tout cela.
les 11 accords de décolonisation de l'Afrique. Vous les connaissez? Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est donc l'accord de vassalisation, de hold-up de notre développement. Donc, ce qui fait que depuis 60 jusqu'à ce jour, nous n'avons pas pu décoller industriellement. Eh bien, tout ça, ça continue. Ça continue. Donc, nous avons certaines similitudes avec Haïti. Et Haïti a servi de laboratoire à tout ce qui se passe présentement dans nos pays. Si avant nous avons quelques attachements à l'Haïti, raison de plus pour que nous comprenions beaucoup plus ce qui nous arrive. Il y a une similitude frappante entre ce qui arrive à Haïti et à nous. Bien, mais dernièrement, cette semaine, bon, vous le savez déjà aussi, le Kenya, sur l'assistance de tous ces pays occidentaux dont ne veut pas les Haïtiens, puisque maintenant, au lieu que ce soit les djihadistes, comme ils les appellent, nous les appelons les terroristes en Afrique, c'est plutôt des groupes de gangs, comme ils disent. Et les gangs, pratiquement 90%, ont assiégé la capitale Port-au-Prince. Voilà. Et, entre-temps, ils avaient négocié pour que le Kenya, de Ruto, envoie 2000 policiers pour aller aider à mettre de l'ordre là-bas. Bon, mais ils n'arrivent pas. Ils n'arrivent pas, c'est un terrain totalement inconnu pour eux. Et c'est des gens qui luttent pour leur identité, même si on les qualifie de gangsters. Donc la question qu'il faut se poser, qui leur livre les armes? Tout comme qui livre les armes à nos terroristes? C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Haïti de connivence avec l'oligarchie financière locale, qui est tenue dans les mains des descendants de Syriens, Libanais, Juifs, etc. Bon, alors que chez nous, c'est dans les mains donc, qui leur livrent les armes, vous le savez, c'est l'OTAN, c'est l'armée française, ces gens-là, Barracuda et compagnie. C'est exactement le même topo. Pour donc groupusculiser nos pays, c'est-à-dire les diviser davantage, pendant que nous créons déstabilisation, nous fuyons, notre jeunesse n'a pas de travail, fuit, va mourir dans la Méditerranée, dans l'Atlantique, au Sahara, eux ils continuent donc à exploiter, voler, piller notre or, nos richesses, etc. C'est là que nous en sommes. C'est exactement la même chose. Mais tout cela est expérimenté à Haïti depuis 1804 jusqu'à ce jour. Bon, et je ne sais pas si le président élu américain Donald Trump connaît cette histoire. Sinon, il n'osera même pas dit les traités de mangeurs de chats, de ceci, pendant sa campagne. Haïti a beaucoup apporté, non seulement en main-d'œuvre, mais en d'autres formes de richesse. Le Canada, le Québec, les cadres haïtiens, tout comme nous avons eu des cadres haïtiens en Afrique. Il y en a plein. Pendant que, ma foi, on vide Haïti de ses forces vives, de son sol et de son sous-sol, on se permet, c'est là que j'en viens à Macron, je vais vous donner exactement sa citation, parce que cette semaine, ils ont eu aussi quelques bisbises là-bas. Ils ont mis en place donc un nouveau conseil présidentiel, et ce conseil présidentiel avait déjà nommé un premier ministre, qu'on a dû enlever, on en a nommé un autre, un certain Jean Fils. Et Macron mécontent, quand les journalistes lui posaient la question, il dit ceci en parlant des Haïtiens, et je le cite, mot pour mot, ils sont complètement cons, il dit. Ils sont complètement cons, il dit. Je suppose qu'il dit la même chose pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel et aussi pour tous les panafricanistes. Nous sommes des cons. Nous sommes des herbivores pour lui. Et nous n'avons pas le droit de chercher notre dignité, de lutter pour notre identité et souveraineté, pour de la justice, pour plus de solidarité, et surtout pour notre souveraineté dans tous les domaines. Dans tous les domaines. Nous n'en réclamons pas moins. Et le Sénégal, bon, par la voie électorale, veut s'engager sur cette voie. Nous sommes là pour voir cette expérience. Mais pour le moment, eh bien, c'est coupure de le cordon ombilical entre le Mali, le Burkina Faso, le Niger et la France. Et nous comptons beaucoup sur eux.
Nous comptons beaucoup sur eux. Nous en sommes là. Bon, voilà donc les déclarations donc, de Macron. Maintenant, j'en viens à William Ruto du Kenya. Depuis quelque temps, hein, personnellement, j'essaye de le suivre. Je voyais en lui le ado, c'est-à-dire le Alassane Dramane Ouattara de l'Afrique de l'Est. Il est jeune, pas seulement plus que moi, mais on savait récemment ce qui s'est passé dans tout le pays. Il est loin d'être un Jomo Kenyatta. Lui, il est là aujourd'hui parce que des gens se sont sacrifiés dans ce Kenya. Mais c'est le nouveau toutou de Macron. Un soutien ferme du nouveau partenariat de Paris. Comme quoi il faut une nouvelle architecture donc pour la Banque mondiale, dans les prêts et autres qu'ils vont nous faire. Mais vraiment, parfois je me dis, les intellectuels africains, plus ils ont trouvé de diplômes, plus ils racontent des conneries. Pas seulement les anglophones, hein, les francophones aussi. Mais la Banque mondiale, le FMI, tout ça, c'est leur raison d'être. Ils ne peuvent pas renoncer de nous ponctionner, de nous piller pour atteindre leur objectif. Et quelle nouvelle architecture ils veulent nous proposer? Et il est là, hein, c'est le grand copain à Macron. Le grand copain à Macron. Des vauriens, des vauriens. Ils osent traiter les Haïtiens de cons. Non, parfois je me demandais, Macron c'est comme quelqu'un l'a dit, hein, lui il est plutôt débilivore, débile, c'est-à-dire niais, idiot. Il est idiovore. Moi j'ajouterais honte à la France et honte à tous nos chefs d'État qui s'agenouillent devant ce monsieur. Nous pouvons mieux faire. Nous pouvons mieux faire. Bon, s'agissant donc de Haïti, j'ai été un peu long du fait de cette déclaration scandaleuse d'Emmanuel Macron, l'actuel président de France. L'actuel président de France. Quelle honte. Passons. Mais nous les attendons, et notre jeunesse les attend. Maintenant, je glisse rapidement sur le G20. G20, c'est un peu la forme diluée de G7. De mon point de vue, un peu la forme diluée de G7. Quand ils finissent de prendre les décisions de G7, ils s'en vont là-bas pour leur donner des bonbons, pour dire bon voilà, 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 voilà. Mais je fais la constat suivant. Dans les G7, il y a un nombre important de pays. Donc en G7, les 13 autres, un bon nombre d'entre eux sont candidats ou tapent à la porte des BRICS+. C'est vous dire qu'ils trouvent mieux ailleurs. Donc, je vous en prie, nous autres, nous devons tout faire pour que nos États aussi diversifient leurs partenaires. Ne restons pas seulement attachés à l'ancienne métropole qui ne peut plus rien pour nous, qui est même plus endettée que nous tous, que tous les États africains, je veux dire. Plus endettés que tous les États africains, pas seulement francophones. Hein. Ils n'ont plus rien. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'ils se cachent maintenant derrière les autres pays européens pour intervenir en Afrique. Serval, Barracuda, je ne sais pas quoi, c'est la même chose. Même si récemment, pour aller attaquer le Niger, ils ont stationné, mobilisé 2000 soldats en Côte d'Ivoire. Heureusement que ça a échoué. C'est qu'ils comptaient également sur les autres Européens. Et récemment, à Budapest, Macron va toujours dans ce même sens pour les inviter à mettre sur pied une force européenne. Où vous croyez, cette force européenne, c'est pour quoi faire? Ce n'est pas pour aller tirer sur Poutine, hein, ne croyez pas, ou aller tirer sur les Anglais, non. C'est pour venir nous reprendre, recoloniser, pour être plus précis. Tout comme le général François Lecointre l'avait donc laissé entendre en avril dernier. Il a dit il faudra revenir nous chercher, parce que sans l'Afrique, ils ne sont rien. Même s'ils disent oh, c'est simplement 2% du budget, ceci, cela. Et nous devons donc faire attention à tout cela. Ouvrons nos yeux
ouvrons nos cœurs et avançons. Bien, donc le G20 ou le G7, il ne faut rien entendre parce que le plus souvent, même dans des G7, ils prennent des décisions qu'eux-mêmes, ils bafouent, qu'ils ne respectent même pas. Ils ne respectent même pas. Ils font 2 poids 2 mesures. Regardez comment ils soutiennent Kaka Déby, ils soutiennent Oligui, mais ils refusent de s'entendre avec les 3 chefs d'État du Sahel. Et puis chaque jour, les insultent d'ailleurs. Vous voyez? Donc tout ce qui ne va pas dans leur sens, qui n'est pas avantageux pour eux, c'est mauvais, il faut l'abattre. Non, maintenant nous pensons différemment. Ce qui est bon pour nous, nous devons le protéger et même nous sacrifier pour cela. Et nous gardons tout notre espoir sur les 3 pays donc, du Sahel. Les 3 pays du Sahel. Voilà. Et je vais donc préparer tout doucement ma chute pour vous dire ceci. Les G20 ou G7, ce n'est pas pour notre salut. Ce n'est pas du tout pour notre salut. Bien. Ensuite, s'agissant d'Haïti, je vous l'ai déjà dit, hein, Haïti a servi de laboratoire pour tout ce que nous vivons présentement en Afrique. Parce que tout ce que nous vivons a été déjà expérimenté en Haïti. A été déjà expérimenté en Haïti. Et en Haïti aussi, il n'hésite pas à sanctionner. Il n'hésite pas à sanctionner même jusqu'à tuer. Le président haïtien a été tué, Jovenel a été tué il y a 2 à 3 ans de cela, en plein exercice. Donc, je vais m'en arrêter là et nous devons lutter pour notre souveraineté. Je vais m'arrêter sur ce point.